Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la vermifugation des chiens et des chats. Pour cela nous verrons pourquoi vermifuger, contre quel ver, à quelle fréquence et comment. Allez, c'est parti! Pourquoi vermifuger? Déjà, il faut savoir que 30 à 40% de nos chiens et de nos chats ont des vers. Et quasiment tous les chiots en ont. Les vers se situent principalement dans l'intestin, mais certains passent dans le sang et peuvent atteindre le cœur, le foie, les poumons, le cerveau et même pénétrer sous la peau. Donc autant vous dire qu'ils peuvent faire des dégâts. Le problème, c'est qu'ils vivent aux dépens de nos animaux. Ils se nourrissent principalement de leur contenu digestif ou de leur sang. Les vers se transmettent facilement aux animaux de l'entourage. C'est pour ça qu'il faudra toujours vermifuger les animaux de la maison en même temps. Et les vers sont également transmissibles à l'homme, surtout aux enfants qui mettent facilement leurs mains à leur bouche. C'est ce qu'on appelle une zoonose. Ils peuvent entraîner des troubles de la santé plus ou moins graves, mais il ne faut surtout pas les prendre à la légère. Les principaux symptômes sont de la perte de poids, un manque de tonus avec de la faiblesse, une augmentation ou une diminution de l'appétit, des diarrhées, des vomissements, de la toux, un ventre gonflé chez le chiot et le chaton et également un poil terne. Donc vermifuger va permettre tout simplement à nos animaux de rester en bonne santé. Contre quels vers? Les principaux vers appartiennent à deux familles. Les nématodes qui sont des vers ronds et les cestodes qui sont des vers plats. Chez les nématodes, on retrouve les ascaris, les trichures et les ankylostomes. Et chez les cestodes, on va retrouver les dipylidium, le ténia et les échinocoques. Je vous parlerai également du Dirophilaria, qui est le ver du cœur. Commençons par les nématodes. Les ascaris sont des vers ronds d'environ 10 cm. On les appelle aussi souvent des spaghettis. Ils vivent surtout dans les intestins des chiots et des chatons et ils peuvent même les faire vomir en cas de forte infestation. Ils peuvent aussi créer une occlusion dans l'intestin de votre chiot, donc ça peut être mortel. Et oui, imaginez un petit paquet de vers dans le petit intestin de votre chiot. Les vers adultes pondent des œufs microscopiques et sont éliminés par les selles et contaminent l'environnement et résistent plusieurs années dans le milieu extérieur. La contamination se fait par la bouche, en mangeant des aliments contaminés, des proies et même en léchant les poils d'un congénère. Par la gestation, les larves contaminent les chiots et les chatons in utero et pendant la lactation. Les vers migrent dans les mamelles des chiennes et se retrouvent dans le lait. Donc les chiots et les chatons naissent avec des vers. C'est pourquoi il sera très important de vermifuger la maman pendant la gestation et la lactation. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Les trichures sont présents chez le chien et vivent dans le gros intestin et se nourrissent du sang de leur hôte. Le chien se contamine par voie orale en ingérant des aliments ou de l'eau contaminée et ils peuvent provoquer des diarrhées hémorragiques et une anémie. Les ankylostomes vivent dans l'intestin grêle et se nourrissent également du sang de leur hôte. La contamination se fait par voie orale en mangeant des aliments contaminés ou de l'herbe. Par voie transcutanée, les larves traversent la peau des animaux et par l'allaitement. Les larves passent dans le lait et sont avalées par les chiots et les chatons. Ils peuvent provoquer une diarrhée hémorragique et une anémie, mais également de la toux lorsque les larves migrent vers les poumons ou la trachée. Les larves peuvent également rester enquistées dans les muscles de votre animal. Les cestodes, qui eux sont hermaphrodites, n'ont pas besoin d'un autre ver pour se reproduire. Le dipylidium vit dans l'intestin. Son corps plat est composé de segments qu'on appelle également graineries. Ils sont capables de sortir tout seuls de l'anus de nos animaux. En clinique, on en voit régulièrement. Lorsque les animaux sont anesthésiés pour une stérilisation par exemple, le corps de l'animal est plus détendu et les petits graineries ont plus de facilité à sortir de l'anus. Je vous mets une petite photo d'un anus de chat que j'ai pris juste avant sa castration et là vous verrez vraiment la taille en fait du grainerie. Donc âme sensible, s'abstenir, passez vite la vidéo. Le dipylidium peut également être à l'origine de démangeaisons au niveau de l'anus. Car lorsque ces petits graineries sortent, ils peuvent démanger le contour de l'anus de votre chien, il peut alors se mettre à se lécher ou tout simplement à frotter ses fesses contre le sol. C'est ce qu'on appelle le signe du traîneau. Et la contamination se fait lorsque votre animal avale des puces pendant sa toilette ou lorsqu'il se mordille. C'est en fait la larve de puce qui ingère ces petits graineries qui se trouvent dans l'environnement et ils sont composés d'œufs.
Donc lorsque la puce devient adulte, elle est porteuse en fait du dipylidium. C'est pour cela qu'on vous conseillera toujours de vermifuger votre animal lorsqu'il est porteur de puce. Le ténia a un mode de vie similaire au dipylidium, c'est-à-dire qu'il va également libérer des anneaux qui sont composés d'œufs. Ces anneaux sont ingérés par des rongeurs, des moutons ou des vaches, et la contamination se fera lorsque votre animal va manger un rongeur ou tout simplement de la viande crue de vache ou de mouton. L'échinocoque est un ver plat, présent principalement chez le chien et très rarement chez le chat. Ils sont sans conséquence chez le chien, mais potentiellement dangereux chez l'humain. C'est une zoonose. La contamination chez nous se fait en mangeant des aliments contaminés ou en portant ses mains à sa bouche sans les avoir lavés au préalable. Les larves peuvent envahir les poumons, le cerveau et même le foie et peuvent les détruire. Suivant le type d'échinocoque, car il en existe plusieurs, les larves vont former un gros kyste qu'on appelle kyste hydatique. Et les conséquences peuvent être très graves comme vous pouvez l'imaginer. La dirofilariose est un ver rond qui parasite le cœur du chien. La transmission du ver va se faire par piqûre de moustique qui est en fait un hôte intermédiaire. Les vers adultes présents dans le chien contaminé donnent naissance à des larves qu'on appelle microfilaires. Elles sont libérées dans la circulation sanguine et peuvent être ingérées par un moustique lorsqu'il pique un chien pour se nourrir. Et quelques semaines plus tard, lorsque le moustique piquera de nouveau un chien, il pourra alors lui transmettre les larves du parasite. Ces moustiques se situent principalement dans des zones géographiques propices à leur développement, comme le sud de la France, la Corse, l'Italie, la Grèce, bref, tout le sud de l'Europe, mais également le nord de l'Afrique, dans les dom-toms et aux États-Unis. Et bien sûr, le réchauffement climatique est un facteur d'extension de ces zones à risque. Donc si vous habitez dans l'une de ces zones à risque, ou tout simplement si vous partez en vacances là-bas avec votre chien, pensez à bien le protéger contre les moustiques grâce à un produit adapté, comme les colliers ou certaines pipettes. Dans le cas où votre chien serait porteur de ces vers, et je précise que ce peut être le cas plusieurs années après la piqûre d'un moustique, le vétérinaire va poser un diagnostic grâce à des examens complémentaires, comme des prises de sang, des radios et des échographies. Il pourra alors mettre en place un traitement. Ce traitement peut entraîner un choc grave pour votre chien, c'est pourquoi il faudra suivre au pied de la lettre toutes les recommandations de votre vétérinaire. Chez le chat, les microfilaires survivent peu ou pas du tout, il est donc moins touché, mais les conséquences peuvent être aussi graves que chez le chien. L'homme peut également être touché, il s'agit d'une zoonose, mais cela reste très rare. On recense en moyenne 5 à 10 cas par an en France. À quelle fréquence ? Le protocole va dépendre du mode de vie de votre animal, s'il sort ou pas, s'il chasse, si vous vivez en ville ou à la campagne, s'il est en contact avec des enfants, mais principalement, on vous conseillera de vermifuger votre animal préventivement 2 à 4 fois par an. Donc tous les 6 ou tous les 3 mois pour des animaux adultes. Un rythme plus soutenu, comme 6 à 12 fois par an, peut être mis en place par votre vétérinaire en fonction du risque, comme des animaux vivant en collectivité, des chiens de chasse, des animaux de pâturage, ou si vous vivez dans une zone à risque. Pour les chiots, ça sera à partir de l'âge de 15 jours, et pour les chatons, ce sera à partir de l'âge de 3 semaines. Et dans les 2 cas, il faudra également que l'animal fasse minimum 500 grammes. Puis tous les 15 jours jusqu'à l'heure de mois, puis tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois. Pour les femelles non stérilisées, ce sera à la fin des chaleurs, car les hormones peuvent réveiller des larves enquistées, 15 jours avant la mise bas et 15 jours après la mise bas, puis en même temps que les bébés. Pensez également à vermifuger votre animal quelques jours avant sa vaccination et également s'il est porteur de puces. Et j'insiste, vermifugez tous les animaux de la maison en même temps. Il faut savoir qu'un vermifuge n'agit pas dans le temps. Il ne dure pas plusieurs jours, ni plusieurs semaines d'ailleurs. Il agit au moment où on l'administre à notre animal. C'est pourquoi il faudra peut-être renouveler le vermifuge 15 jours après en cas de forte infestation. Comment ? Il existe plusieurs formes de vermifuge. Le comprimé classique, le comprimé appétant, la pipette à mettre sur la peau entre les omoplates, le liquide à faire avaler, bref, tout ce qu'il faut pour trouver une solution adaptée à votre animal. Mais pour toutes ces formes, il vous faudra une ordonnance de votre vétérinaire. En effet, le vermifuge est un médicament disposant d'une AMM, c'est-à-dire d'une autorisation de mise sur le marché.
Il faudra donc qu'elle soit prescrite par un vétérinaire qui aura ausculté votre animal. Je vous rassure, vous ne serez pas obligé de ramener votre animal en consultation à chaque fois que vous souhaitez le vermifuger. Votre ordonnance est valable 1 an et tout le monde ne peut pas acheter 1 an de vermifuge en une seule fois. Et l'herbe ne vermifuge pas. Si votre animal mange de l'herbe, c'est peut-être qu'il a mal au ventre, certainement dû au ver d'ailleurs. Et en vomissant, il se soulage. Mais en aucun cas, l'herbe va tuer les vers. Et attention aux vermifuges vendus sur internet ou ailleurs à base d'ail ou d'oignon. Je vous rappelle que l'oignon est toxique pour le chien et pour le chat. Allez voir ma vidéo si ce n'est pas déjà fait, je vous mets le lien juste ici. Voilà ce que j'avais à dire sur la vermifugation de nos animaux. J'espère que mes explications auront été claires. Et pour conclure, la vermifugation n'est pas facultative. Il peut y avoir de grosses répercussions sur nos animaux, sur nous et nos enfants. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et même un petit commentaire si vous avez des questions à me poser. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.